Voilà, merci à vous trois d'être avec nous. On peut se démasquer puisque nous avons les distances de sécurité et également les nettoyages qui sont faits. Merci à vous trois d'être là. Métro, bus, tramway, pour le groupe RATP, c'est croissance verte sur toute la ligne. Un cap ambitieux pour que la ville et le monde roulent des jours heureux. Merci Catherine Guillouard d'être avec nous cet après-midi. Bonsoir à tous et à toutes. Autour de sa directrice générale, les équipes d'Air France s'engagent pour faire du ciel le plus vert endroit de la Terre. Alors, au-delà de nous rappeler, cher Anne Rigail, une signature emblématique, ce sont des actes volontaires, forts et concrets, dont vous allez nous parler. Merci d'être avec nous. Et plus fort que la fée électricité, Nexans a troqué sa baguette pour le câble magique. Relier, interconnecter, mailler, irriguer le monde, plus qu'un métier, c'est une passion pour vous et toutes les collaboratrices et les collaborateurs de Nexans. Merci Christopher Guérin d'être là également pour témoigner. Bonsoir. Vous pouvez les applaudir tous les trois. Merci à vous. Catherine Guillouard, je me tourne vers vous. Des sujets forts, on l'a vu, on en a parlé avec Patrick Pouyanné, avec l'introduction tout à l'heure d'Éric Forel et Jean-Christophe Tortora. Le groupe est vraiment engagé dans une mobilité responsable au vu de tous ces enjeux forts. Hein. Oui, alors nous, on a clairement la décarbonation au cœur de notre stratégie. C'est vrai que c'est un engagement qui est à la fois total et multidimensionnel. Total, je ne voulais pas faire un jeu de mots, et multidimensionnel, parce qu'en fait, on est aujourd'hui un groupe qui va atteindre 68 000 personnes le 1er novembre. On va allumer un très très gros contrat en Toscane qui va nous ramener 5 000 salariés et surtout 400 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires par an. Donc c'est un gros contrat. Et quand on regarde nos activités, on est en fait un acteur de la ville. Hein. C'est-à-dire qu'on est à la fois le 3e transporteur public au monde maintenant. On est un gros gestionnaire d'infrastructures. On a 11 milliards d'actifs sous gestion. On va devenir d'ailleurs, au-delà de la gestion d'infrastructures actuelle que nous avons, qui est une des plus grandes d'Europe, nous allons devenir gestionnaire du futur Grand Paris Express, hein, d'infrastructures du futur Grand Paris. Donc, c'est les 200 km de métro supplémentaires. Et puis, nous nous lançons. Nous avons une unité d'affaires qui s'appelle Solutions Ville, dans laquelle on a intégré tous nos savoir-faire, logistique urbaine, immobilier, nouvelle mobilité. Et de ce fait, nous nous sommes fixés des objectifs extrêmement ambitieux. Hein. On va diminuer de 50% nos gaz à effet de serre d'ici 2025. Donc, on fait 3 choses pour cela. D'abord, on étend les transports en commun, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, quand vous prenez le CO2 par passager, on est à 2,5 pour un tram, pour un RER ou un métro, c'est-à-dire 60 fois moins qu'une voiture individuelle. On peut rappeler des chiffres, Catherine Guillouard, sur le nombre de passagers transportés. 4 milliards, on fait 4,8 milliards de voyages par an. Je crois que c'est 750 000 sur la seule ligne 1. Hein, oui, et rien que le RERA, c'est 1 400 000 voyageurs jour. Donc c'est la plus grande ligne d'Europe, la plus lourde. Et donc en fait, ce qui est très important pour nous, c'est d'étendre, c'est effectivement les transports en commun. Pour une raison évidente, c'est que ça consomme, en fait, c'est très bon pour la planète, c'est décarboné. Je vais y revenir. Et évidemment, c'est d'arriver à diminuer nos gaz à effet de serre, qui chez nous, c'est très simple, 74% des gaz émis, c'est les bus. Donc on a attaqué un programme de façon, j'allais dire, militaire, qui est qu'on convertit tous nos dépôts de centre-bus au biogaz et à l'élec. On travaille sur l'hydrogène, mais nous on pense que c'est juste les 10 ans d'après. Ouais, c'est l'étape d'après. Donc on a déjà, là on a 2 bus hydrogène qui circulent déjà. On travaille avec des grands partenaires industriels sur le futur centre hydrogène à bus. Alors on va parler du gaz, parce que c'est un gros enjeu. Il y a des chiffres qui parlent. Pour terminer sur ce panorama, Catherine Guillouard, il y a une raison d'être qui se voit dans les faits. Hein. C'est cette mobilité plus verte. Hein. Oui, puisque notre raison d'être, que nous avons d'ailleurs travaillé pendant la crise, hein, puisque nous avons eu 138 000 contributions de nos salariés. Donc ça a été vraiment, finalement, la crise nous a servi à ça aussi, c'est-à-dire à se recentrer sur un certain nombre de valeurs, c'est s'engager chaque jour pour une meilleure qualité de ville. Et ce que je veux dire, c'est qu'on entraîne toute une filière industrielle, parce que quand on change 3700 bus, qu'on convertit 25 dépôts,
On a 70% de nos partenaires industriels qui sont français, je tiens à le dire, dans ce ministère. 30% sont européens. On va changer 3700 bus de la flotte d'ici 2025. Il y a toute la chaîne et donc, aval. on tire la chaîne aval. Et ça, je pense que c'est très important. On va y revenir Voilà. dans quelques secondes. Je me tourne vers vous, Anne Rigail. Merci d'être avec nous. On était sur les transports terrestres avec un groupe français mondial, RATP, groupe français mondial aussi, Air France évidemment. Ce développement durable, il y a des convictions fortes, des ambitions, et je le disais, des actes. C'est une exigence qui a été, j'allais dire, renforcée par le Covid. Alors, très renforcée par le Covid. Alors, même si ça fait 15 ans qu'on a une trajectoire de décarbonation qu'on suit, il faut penser que Catherine... Vous n'avez pas attendu Greta, hein, On n'a pas attendu, puisque 90% du sujet des émissions, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est 20 à 25% de nos coûts. Donc, de toute façon, d'un point de vue économique, on avait un intérêt très fort à baisser sans cesse les émissions des CO2 et la consommation de pétrole. Donc, on était déjà très conscient de ça. Mais c'est vrai que même avant le Covid, on avait senti une poussée très forte de nos clients, une poussée très forte de nos salariés également, qui nous demandaient de nous engager plus fortement. Et force est de constater que le Covid a été un accélérateur énorme. On prend aussi conscience que même si le transport aérien aujourd'hui représente 2,5% des émissions de CO2... Ce qui n'est pas forcément su, hein, parce que vous êtes un peu les boucs émissaires, oui, et 2,5%, voilà, c'est quand on fait une étude en France et qu'on demande aux Français combien ça représente, ils sont plutôt à 10%. Donc effectivement, ce n'est pas le cas. Ceci dit, si on ne fait rien, et on sait que le transport aérien est une des industries les plus difficiles à décarboner, cette part, elle va passer à 20% en 2050. Donc très clairement, on est très engagé, puisque nous, on croit au transport aérien. On croit à ses vertus. Alors, on a tendance à dire, c'est un peu tarte à la crème, que ça rapproche les familles, les cultures. Mais c'est vrai que c'est une vraie école de la tolérance et que le voyage permet de comprendre l'autre. On a vu également avec cette crise, on a rapatrié brutalement beaucoup de clients qui étaient au bout du monde, mais on a aussi transporté en début de crise des masques, du matériel sanitaire. Aujourd'hui, on transporte beaucoup de vaccins et de soignants également vers les Antilles. Donc on voit également à quel point, au-delà de son rôle classique de rapprochement des cultures et de développement des économies, le transport aérien est aussi absolument essentiel. Pardon de vous couper, il y a aussi cette exemplarité de la compagnie française qui montre de par le monde qu'elle est engagée justement, vous le disiez, hein, ça fait de plus en plus partie des choix des clients qui vous disent je vais aller vers une compagnie comme Air France parce qu'elle compense, parce qu'elle agit sur les biocarburants, on y reviendra, et puis les salariés aussi qui ont la fierté d'appartenance à l'entreprise. Oui, je crois que si on veut attirer des salariés de talent aujourd'hui, on ne peut qu'avoir une proposition et une ambition d'un transport aérien décarboné, même si aujourd'hui on n'a pas totalement encore la recette de cuisine. Et nos clients, ils viennent nous voir, en particulier les clients corporate, les clients grands comptes, et ils nous demandent comment faire pour avoir des déplacements décarbonés. Donc on est effectivement très engagés. On se heurte à deux sujets. Le fait que pour construire cette trajectoire de décarbonation, il faudra qu'on s'appuie sur des solutions technologiques qui sont en rupture. Et quand on regarde précisément ces solutions, aujourd'hui, elles sont à l'état de recherche, de concept. Catherine Guillouard parlait de l'hydrogène en particulier. Hein. Alors l'hydrogène, les carburants durables, j'y reviendrai, effectivement. On a entendu Patrick Pouyanné, les e-fuels. Il va falloir effectivement regarder comment les faire monter en puissance. Et donc, ce sont des investissements colossaux. Et donc, un des enjeux, surtout pour un secteur qui... en ce moment, est encore en pleine crise et qui, globalement, on ne construit pas nos avions, on n'est pas producteur d'énergie et donc il faut qu'on embarque l'écosystème pour que, effectivement, on puisse construire ensemble une vision d'un transport aérien décarboné. On va y revenir, on va voir comment vous agissez concrètement. Pourquoi pas des avions électriques? Pourquoi pas un jour? L'électricité, justement, avec vous, Christopher Guérin, merci d'être là. Les besoins d'électricité qui vont augmenter de 40%, c'est clé. Et là, permettez-moi de vous le dire, vous êtes câblé. Oui, on est câblé. Alors, Nexans a 120 ans d'existence. Hein. Nous sommes nés au temps d'Edison, de Tesla, de Westinghouse, qui avaient besoin de câbles pour porter cette électricité. Et oui, je pense qu'on est en fait au début d'une nouvelle révolution électrique qui est digne de ce qui s'est passé entre 1950 et 1970. Il faut savoir que nos réseaux électriques aujourd'hui s'appuient toujours sur ce qui a été installé pendant ces années-là. Donc, en fait, il y a une double ambition actuellement à travers le monde. Bien sûr, les énergies décarbonées, on en parle tout le temps. On parle très peu des interconnexions sous-marines entre pays. Aujourd'hui, on va poser dans les 6 prochaines années plus de 20 000 km de câbles sous-marins entre les pays pour qu'ils puissent
et échanger entre eux ces énergies vertes. On vient de poser un câble de 700 km de longueur entre l'Allemagne et la Norvège, où tous les excédents d'énergie produits par les fermes éoliennes terrestres allemandes peuvent être envoyés en Norvège. Et la puissance hydroélectrique de la Norvège peut alimenter l'Allemagne quand elle en a besoin. Et donc ça ne se perdra pas. Hein, Voilà, afin d'éviter les pertes, exactement. Donc nous, on a des navires câbliers qui vont poser ces câbles. Alors, juste pour la petite histoire, un câble de 700 km de longueur fait 9000 tonnes. 9000 tonnes, c'est le poids de la Tour Eiffel. Donc, ce n'est pas de la fibre optique. Alors, j'ai discuté avec Stéphane Richard l'autre fois, on parlait des câbles, parce que lui aussi met des câbles sous-marins pour relier. Petit joueur, hein, parce que le câble de chez Nexans, il fait combien? Je crois que c'est quoi? Emmanuel Voguet me disait 15 cm de diamètre. Non, oui, on est beaucoup plus gros que ça. Ça peut aller jusqu'à un petit mètre, mais la clé, c'est la longueur. Aujourd'hui, on est sur des projets de connexion entre la Grèce, Chypre, Israël, Grèce, pour échanger de l'énergie verte. On va poser à peu près 20 000 km de câbles dans le monde. Mais il y a également les réseaux électriques, les réseaux souterrains dans les villes. Aujourd'hui, le réseau électrique européen, à peu près dans tous les pays, est vieux de 50 ans. Aux États-Unis, c'est 45 ans. Donc, bien sûr, si soudainement on bascule, si on bascule tous les véhicules en mode électrique, ça va pomper beaucoup d'énergie. Il faut absolument renouveler le réseau. Alors, je sais que vous êtes un passionné, Christopher Guérin, et que vous regardez d'abord devant avant de regarder la valeur. Il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur, c'est le fait que ce soit une entreprise française, un fleuron français. Je crois que le concurrent est italien. Hein, oui. Et donc Nexans, voilà. Nexans, c'est un acteur français dans un marché qui est quand même très disputé. Hein. Il y a du low cost avec les Chinois. On voit que c'est un peu la poule aux œufs d'or. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui veulent s'engouffrer. Hein. Oui, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, on est au début de cette nouvelle révolution électrique, des investissements massifs aux États-Unis, en Europe, en Chine, pour cette génération d'électricité, la transmission de l'électricité, la distribution dans les villes et pour l'amener jusque dans les bâtiments. Donc, ce sont des milliards d'investissements qui vont avoir lieu pour porter cette ampleur. C'est pour ça que vous vous êtes transformé, parce que vous aviez quoi? Nous avions, en fait, oui, pendant 120 ans, Frédéric, nous avons 120 ans d'existence, et pendant les 80 premières années, nous étions uniquement sur l'écosystème de l'électrification. Et puis après, est venu le temps de la diversification dans les années 90, dans les années 2000, et on s'est retrouvé avec 34 sous-secteurs. Donc nous fournissons des câbles pour Airbus, pour l'aéronautique, pour l'automobile. Et là, l'objectif, le plan à 4 ans, avec une vision à 10 ans que nous avons proposée à l'ensemble de nos investisseurs et nos équipes, c'est de nous recentrer sur l'électrification et d'injecter massivement des investissements, justement pour porter cette révolution qui est devant nous. Voilà, avec une meilleure proximité client par rapport à ces enjeux. Oui, alors, on va voir maintenant, dans un deuxième temps, on a fait une sorte de panorama d'état des lieux. Catherine, vous avez commencé à nous mettre l'eau à la bouche avec tout ce qui va être entrepris dans ce parc de bus et dans les centres bus. Redonnez-nous les chiffres, parce que c'est considérable. Hein. Oui, effectivement. Donc, la flotte aujourd'hui en région Île-de-France, c'est 4700 bus. Donc, on va en convertir 3700 au biogaz et à l'élec. Mais le vrai sujet de conversion industrielle, c'est les centres. Donc, on est à mi-parcours, là. On a un tiers de la flotte qui est convertie, la moitié des centres qui sont terminés ou en cours d'être terminés. C'est pas tout, parce qu'on travaille évidemment sur notre sobriété énergétique. Donc, on s'est voté un deuxième KPI majeur qui est moins 20% et sur lequel de consommation énergétique. La RATP, je le dis juste en passant, c'est 3 térawatts par an. Donc, puisqu'il faut faire tourner évidemment toutes nos activités, y compris dans les 13 pays dans lesquels nous opérons. Donc en fait, sur ces 3 térawatts, on a fait un choix très fort managérialement. On s'est fait certifier, on est le premier transporteur public au monde à l'avoir fait sur l'ensemble de nos activités. C'est-à-dire tout l'opérationnel, tout le bâtimentaire, tout le bâtiment industriel sont aujourd'hui en certification 50001. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est on tire des plans d'action partout. C'est-à-dire là aussi, on tire la chaîne des fournisseurs. Je prends un exemple très précis, le MP14, le nouveau train 120 mètres de long d'Alstom qui est sur la 14, qui roule aujourd'hui sur la 14 automatisée dont on a ouvert le dernier spot, grâce à certains qui sont dans la salle d'ailleurs, vers Mairie de Saint-Ouen. C'est un train qui a une consommation énergétique de moins 18% et qui a 95% recyclable. Sur le bâtimentaire, on a fait des choses assez performantes, c'est-à-dire qu'on s'est doté de systèmes de pilotage des fluides avec du big data et de l'intelligence artificielle.
toutes les stations, tous les sites industriels, tout le bâtimentaire tertiaire est relayé avec 1000 capteurs. On a 12 fournisseurs et on pilote tout ça de façon extrêmement serrée. De la même façon, autre exemple, on a fait un PPA qui a été gagné par EDF, qui va nous permettre de faire en énergie renouvelable l'équivalent de toute la traction électrique des tramways. Donc, on est vraiment concentré sur ces réalisations, un train très profond. Alors là, je rejoins Anne. J'allais dire, j'ai pas forcément la capacité à attirer avec des rémunérations extraordinaires les jeunes talents, mais je les capte quand même parce qu'ils voient le sérieux de notre politique de responsabilité sociétale et environnementale. Ils voient l'entreprise dans la cité aussi, avec ce maillage. Ils voient l'entreprise dans la cité. Ils voient qu'on est très sérieux en matière d'innovation, puisqu'on est quand même les leaders du métro automatique dans le monde. Et donc, sur des sujets comme le véhicule autonome, on va avoir une première mondiale là, dans les jours qui viennent en bus autonome. On a vraiment, j'allais dire, investi sur une douzaine de technologies clés qui vont de l'intelligence artificielle au building information modeling. Et on est vraiment des bâtisseurs de la ville, mais à la fois connectés et propres. Je prends un dernier exemple, parce que je ne vais pas vous assommer, mais celui-là, il est intéressant. Les ateliers de Vaugirard, on refait tous les ateliers de la 12, 258 logements, on fait une crèche et on fait 15 000 m² de toiture végétalisée. C'est un projet immobilier de 12 000 m². Donc c'est à la fois, si je puis dire, vraiment l'image de ce qu'on veut être en raison d'être, c'est-à-dire améliorer la qualité de vie en ville. Voilà. Et on le voit dans la mobilité, voilà, dans les infrastructures, dans les bâtiments que vous avez, puis aussi dans le maillage, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui s'accroît et qui participe de cette envie de décarboner. Anne Rigail, la feuille de route aussi d'Air France a été accélérée, le levier environnemental, la performance économique qu'on concilie. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre pour Air France à l'horizon, en 2030 et au-delà? Alors déjà 2030, depuis quelques années, on a un objectif de faire moins 50% de CO2 par passager kilomètre à l'horizon 2030. Alors souvent on nous dit oui, mais comme vous aviez une croissance pré-Covid, ça ne veut rien dire. Ça représente à peu près moins 15% d'émissions de CO2 en valeur absolue. C'est ce qu'on avait avant. Là, on va effectivement essayer d'accélérer. Premier levier, c'est la flotte. Premier levier disponible aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, dans cette crise d'une ampleur assez abyssale, on continue à investir l'équivalent d'1 milliard d'euros par an pour renouveler plus vite notre flotte, puisque chaque avion de nouvelle génération, c'est 20 à 25% de CO2 en moins. Alors on pense à la 350, en particulier. Alors, on est en train de rentrer nos 38 Airbus 350. Je crois qu'on en reçoit, je sais plus, 7 ou 10 cette année. Et puis, on va avoir le petit nouveau, dans quelques jours, qui va arriver. La 220, c'est ça? Voilà, le 220, qui est aussi un avion de nouvelle génération, moins 20% de CO2. On va en avoir 60 très vite. Donc, ça va vraiment participer, je dirais, très, très rapidement. Alors ça, c'est le premier levier, et il est disponible aujourd'hui, même si le sujet, c'est d'arriver à le financer. Avec la chaîne de valeur des industriels, comme disait Catherine Guibert. Absolument. Le deuxième levier, qui est pas nouveau, mais qui est pas si accessible que ça, ce sont les carburants durables. Les carburants durables, c'est pas nouveau parce qu'on a fait entre 2014 et 2016 une expérimentation de carburants durables entre, je crois que c'était Paris-Toulouse et Paris-Nice. Ils ont la vertu de réduire les émissions de CO2 de 80% sur l'ensemble de leur cycle de vie. Donc c'est très significatif. L'enjeu, là, c'est de faire monter la production en Europe et si possible en France. D'ailleurs, on a fait avec Total le premier vol long courrier vers Montréal qui incorporait du carburant durable. Alors, évidemment, Made in France en plus, j'ai entendu. Made in France, voilà, évidemment, Made in France, c'est vraiment l'enjeu. Ce n'est pas des carburants durables de première génération qui rentrent en concurrence avec l'alimentation. Ce sont aujourd'hui des biocarburants qui sont du recyclage de déchets organiques. Le seul problème, c'est que la biomasse n'est pas infinie. On va assez vite heurter les limites physiques. Et donc, c'est là qu'on croit beaucoup au sujet des fuels synthétiques, qu'on appelle aussi les e-fuels, qui sont produits à partir d'hydrogène vert combiné avec du CO2. Mais c'est là que je parle de recherche fondamentale, puisque l'industrialisation de ces carburants n'est aujourd'hui pas là. Et c'est là qu'il va falloir investir, je dirais, de manière très très forte.
Alors, on a une feuille de route qui est quand même assez rassurante, puisqu'on a des mandats d'incorporation que la France avait posés et que l'Europe, dans Fit for 55, vient de confirmer. Donc ça commence vite, puisque dès l'an prochain, 1% de carburant durable. On peut se dire que ce n'est pas beaucoup, mais au niveau mondial, en 2019, il y avait seulement 0,01% de carburant durable utilisé. Donc voilà, c'est des volumes importants pour industrialiser la filière. Et puis on va monter à 5% en 2030 et 63% en 2050. Il y a des problématiques quand même de disponibilité et puis ça. de coût, les deux. C'est ça. Le problème, c'est comment on fait pour faire grandir cette filière en termes de volume. Et c'est l'œuf et la poule. Comment on fait pour avoir des prix qui soient, je ne vais pas dire accessibles, ce sera toujours plus cher, je pense, que du kérosène conventionnel. Mais aujourd'hui, c'est 4 à 8 fois plus cher. Donc voilà l'enjeu. Oui, avec le passager au bout, donc sera-t-il... Voilà, et l'enjeu, il est majeur parce que, et pourquoi on croit que ce sera le premier levier? Parce que finalement, l'avion vert, on a l'avion électrique, mais pour l'instant, on n'imagine pas autre chose que des petits modules sur de courtes distances. Et puis l'avion à hydrogène, qui est très prometteur, oui, on en parle aussi, oui. mais qui est limité, je crois que c'est 3500 km, qui a été annoncé par Airbus. Donc rayon d'action limité, et puis sur le site, ça veut dire des installations de folie, En termes de sécurité, c'est un enjeu, mais on est prêt à le jouer. Mais effectivement, sur les longs courriers aujourd'hui, c'est le carburant durable qui est le levier qui semble le plus prometteur. Et donc, il faut investir pour nourrir la trajectoire sur les 15 prochaines années. Alors, on n'a pas que ça. On a d'autres actions. L'éco-pilotage, nos pilotes sont hyper engagés. On utilise des outils d'intelligence artificielle. Vraiment, on cherche toutes les procédures pour, comme on fait en voiture, quand on est très engagé, pour minimiser. Donc, ils sont très, très fiers quand ils arrivent à économiser. Aussi, les PNC qui trient, les PNC, ils contribuent pour minimiser l'eau à bord, puisque de l'eau, c'est du poids, donc c'est du CO2, et donc ils minimisent l'eau à bord. Ils recyclent les plastiques, les canettes. La maintenance, elle nettoie plus souvent les avions, parce qu'un avion propre, c'est un avion plus aérodynamique, qui a moins de force de traînée. Il fallait y penser. On fait aussi pas mal d'investissements dans des projets de puits de carbone. Donc depuis 2020, on investit à hauteur des émissions de nos vols domestiques. Et puis, on n'est plus du tout en opposition avec le train. Et on favorise l'intermodalité, donc une vraie complémentarité. Alors, avec le RER depuis longtemps. Direction Roissy, et puis bientôt direction Orly, Catherine. Mais aussi, effectivement, des correspondances. Pas avec le RER. Non. Alors, on va y revenir sur tout ce que vous faites, Anne Rigail, avec les équipes d'Air France. Je reviens à vous, Christopher. Nexans, on le disait tout à l'heure, une feuille de route que vous avez accélérée depuis votre arrivée. Il y a des exemples significatifs qui vont nous permettre de rentrer, sans jeu de mots, dans le cœur du réacteur. Il y a Ørsted. C'est un investissement qui revêt une importance particulière et qui est significatif par rapport à vos ambitions. Oui, parce que je pense qu'on a, sous l'égide de Donald Trump, on avait la tendance de mettre les énergies décarbonées de côté par rapport à ses propos. Mais en fait, les États-Unis ont beaucoup investi ces dernières années, notamment à travers les États. Nous avons une énorme usine aux États-Unis qui, en fait, connecte les énergies renouvelables en mer au réseau. Et nous avons signé pour plus de 7 ans de contrats avec des grands donneurs d'ordre comme Ørsted, comme Equinor. Il faut savoir que Nexans... mid-cap française de 6 milliards d'euros vient de signer pour 7 ans de contrat sur toute la côte est américaine à 70% de part de marché. Donc c'est des beaux projets pour nous. Il y en a plein d'autres sur les fermes solaires dans le Nevada, mais c'est un gros virage pour Nexans, oui. Il y a aussi quelque chose dont vous êtes fiers, c'est ces circuits courts et cet ancrage territorial. Parce que câble, métallurgie, là, il y a des fiertés parce que c'est des bassins d'emploi préservés. Oui, en France, essentiellement, en fait, on a un très gros travail à travers l'ensemble de nos réseaux de managers dans le monde de rééducation, de repenser. J'ai vraiment, depuis ma nomination, depuis 3 ans, stoppé cette obsession du volume. Plus de kilomètres de câbles, des tonnes. Je dis, posez-vous la question de la valeur. Et en fait, on commence à forcer un petit peu le trait. On a mis des indicateurs en place comme le ROCE au carré. Alors le ROCE au carré, je ne vais pas entrer dans les termes financiers, mais on calcule pour chaque usine le retour sur le capital employé, très financier, mais également sur le carbone employé. Retour sur carbone employé. Donc on mesure la distance. Voilà, exactement. On mesure la distance des points de production par rapport aux points de livraison. Et on demande à nos usines maintenant de livrer, de penser, de servir des clients à circuit court, donc à moins de 500 km de distance, alors que parfois ils livraient des clients à 1000 km de distance. Donc oui, on force un petit peu le trait, et surtout,
Vous parliez de notre usine dans les Hauts-de-France. On investit beaucoup sur notre appareil métallurgique, alors qu'il ne nous fait pas gagner beaucoup d'argent, mais qui est un véritable asset stratégique. Pourquoi ? Parce qu'on recycle le cuivre des réseaux électriques démantelés qui repart dans notre four à fusion pour rebâtir une âme de cuivre entièrement neuf. Et le recyclage est fondamental parce que quand je vous parle de révolution électrique, il faut savoir que le monde en 1995 consommait 9 millions de tonnes de cuivre par an. En 2020, 20 millions de tonnes de cuivre par an. Et d'ici 2030, avec tous les investissements qui ont lieu, 35 millions de tonnes. Et je suis désolé de le dire, il n'y aura pas assez de réserves dans le monde pour soutenir cette demande-là. Donc le recyclage est fondamental. Il y a des bateaux aussi, hein. Aurora, ça c'est votre fierté aussi. Alors à l'inauguration, j'invite mon cher ami Xavier de Vinci à voir, un grand fan de bateaux. Alors celui-là, c'est pas un petit voilier, il fait 150 mètres, il va poser des câbles en mer, il va partir en Australie bientôt pour poser des câbles d'interconnexion de plus de 10 000 tonnes, comme je l'ai dit. Il n'y a que 3 bateaux dans le monde qui sont capables de poser ces câbles d'interconnexion sous-marine. Et voilà, on est très fiers. L'inauguration a lieu le 9 novembre, s'il y en a qui veulent venir. On viendra, allez, on y va, en mer, tous. On va terminer cette table ronde. On a parlé des enjeux, on a parlé de toutes ces actions concrètes que vous menez. Pour conclure, la feuille de route, Catherine Guillard, résolument maintenue, évidemment. Poursuite des investissements, il y a toujours les grands projets. Puis vous le disiez tout à l'heure, s'appuyer sur les collaborateurs et les collaboratrices. Oui, c'est très important parce qu'effectivement, on a eu une année, comme tout le monde, très bousculée. Donc, on a tenu de façon, je crois, très correcte notre mission de service public. Malgré la baisse de trafic. Voilà, malgré la baisse de trafic. Alors, c'est en train de s'améliorer. On est revenu dans le vert au premier semestre, ce qui était évidemment très important au niveau du résultat net de l'entreprise. Mais je crois que le plus grand défi qu'on a devant nous, en fait, est à la fois un défi de conversion industrielle, puisque nous allons aussi en fait changer 60% des matériels roulants ferrés avec freinage électrique, récupération de l'énergie de freinage. Aujourd'hui, on est, je le dis en passant parce qu'on parlait de déchets tout à l'heure, la RATP valorise 99% de ses déchets. Il n'y a qu'1% de déchets incinérés à la RATP. Bon élève. Modèle. Donc, on va effectivement, on a un programme qui est assez joufflu ou touffu, je ne sais pas comment le qualifier, qui est réussir le fait qu'on va être attaqué sur notre base avec l'ouverture à la concurrence des bus qui va être, j'allais dire, quelque chose d'assez important. Continuer notre développement à l'international. Donc, je parlais tout à l'heure du méga contrat Toscan, mais on a aussi gagné des contrats en Égypte. On est en train, aujourd'hui, je le dis juste pour j'allais dire, pour le plaisir, mais d'ici quelques mois, j'étais avec nos partenaires saoudiens ce matin, il y aura 15 000 salariés de la RATP qui seront dans la zone MENA-Maghreb sur les 68 000 du groupe. Hein. Donc ça va devenir, on est le numéro 1 dans la zone. Donc on a vraiment des enjeux de développement, des enjeux d'ouverture à la concurrence, conversion industrielle. 60% des matériels roulants ferrés vont être changés d'ici, je parlais des bus tout à l'heure, mais là je parle des métros, des RER, d'ici 2032, ce qui veut dire conversion de l'actif industriel, c'est-à-dire de nos ateliers de maintenance. En fait, donc oui, j'allais dire, on est dans... Et pour finir, juste pour le plaisir, on a aujourd'hui 4 milliards d'investissements encore à sortir pour les extensions de lignes de métro en cours, la 4, la 11, la 12, la 14 au sud, c'est-à-dire qu'on étend de plus de 15% le réseau historique de Paris. On est en train de construire 18 stations avec certains de nos grands partenaires, dont Vinci, oui, donc bien vous sûr. Ne vous arrêtez pas et vous voilà, êtes donc sur la bonne trajectoire. On a une feuille de route, mais qui est complètement orientée sur la décarbonation aussi. Hein. Vraiment, c'est au cœur de notre stratégie. Voilà. Merci Catherine Guillard. Christopher, en excellence, est présent dans toute la chaîne de valeur, hein, production, transmission, mais aussi distribution, usage. Il y a un rôle sociétal aussi de l'entreprise hein, par rapport à ces enjeux d'électricité. C'est ce qui vous pousse au quotidien, avec le rôle des pouvoirs publics aussi, que vous attendez à vos côtés et Oui, bien sûr. Oui, un très gros travail auprès des territoires, parce que l'électricité, personne ne sait que si vous avez une journée ou 2 jours de blackout, ce qui va vous manquer le plus, c'est pas l'électricité, c'est l'accès à l'eau. Donc, en effet, c'est fondamental. On accélère la prise de conscience de nos équipes également.
pour mettre un peu le côté hypertrophie quand on est une société cotée, une hypertrophie du court terme et du profit. On se projette là. Voilà, on se projette, mais surtout, nous, maintenant, on score. Je m'excuse, mais on score, c'est-à-dire que tous les trimestres, chaque unité est analysée en termes de résultats, non pas uniquement sur l'axe économique, mais également l'axe environnemental et engagement. Et on a dit maintenant, c'est une logique, c'est un triptyque qui doit fonctionner ensemble. Et assurez-vous qu'il n'y ait pas une hypertrophie du profit au détriment de l'environnement. Il faut que les trois soient équilibrés. Hein. Voilà, il faut toujours que les trois. Mais c'est un gros travail de formation auprès de nos managers. Oui. Voilà, avec de la pédagogie, et vous vous y employez avec vos équipes. Merci Christophe pour ces précisions. Anne Rigail, on le voit plus vert et non pas plus vite. Hein. Cette neutralité carbone, c'est l'objectif qui est fixé. Vous en parliez tout à l'heure, l'engagement de tous les salariés. Logique partenariale aussi? Oui, effectivement, je dirais qu'on va un peu plus loin dans les objectifs puisqu'on a affiché une neutralité carbone à l'horizon 2050. Quand on regarde l'exigence de la trajectoire de décarbonation du transport aérien, on ne peut y croire qu'avec des hommes et des femmes hyper engagés. On est aussi poussé par nos clients, je le disais, hein. Ils nous demandent, ils voient aujourd'hui des déplacements plus durables, un voyage plus durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils vont faire des voyages peut-être moins fréquents, avec des séjours et des durées sur place un petit peu plus longues. Puis ils nous demandent de les aider à finalement travailler leur propre feuille de route de décarbonation, que ce soit au niveau des entreprises ou individuelles. Et donc, on travaille des offres pour... déjà, il faut être transparent et précis sur l'empreinte carbone de chacun de leurs déplacements. Et puis, il faut leur permettre, sur chaque déplacement, de participer justement à l'investissement en carburant durable ou alors participer à des projets de puits de carbone. Et donc, c'est toutes ces offres qu'on est en train de construire. Elles existent déjà. Un des sujets pour les hommes et les femmes d'Air France, c'est de se dire comment on va faire évoluer notre business model et intégrer finalement tous ces surcoûts de décarbonation. Quand on regarde aujourd'hui, avec les données qu'on a aujourd'hui, le surcoût à 2030, c'est 500 à 700 millions d'euros par an. Si on se projette à 2050, c'est plutôt plusieurs milliards. Ce qui voudrait dire qu'un billet d'avion long courrier, sur chaque billet, c'est plutôt une centaine d'euros de plus. Et donc, il va falloir faire évoluer ce business model pour intégrer ça, mais ils ont la pêche. Le transport aérien avec les salariés d'Air France. Et puis attendre aussi des pouvoirs publics une régulation et une équité. Hein, Exactement. Alors, on est ravis que le gouvernement français ait lancé 200 millions d'euros d'appel à projets sur le carburant durable et on fait tout pour pousser ça. On pense que l'Union européenne et la France peuvent être pionniers justement sur ces carburants durables et sur l'hydrogène. Et nous, c'est le cœur de notre feuille de route. Mais on a quand même, je dirais, un petit sujet, c'est qu'on a besoin d'une régulation, et je crois que l'Europe a mis sur la table une régulation très sérieuse, sur laquelle on travaille et qui génère justement cette transformation de notre business model. Ce qui est important, c'est que ça s'applique un peu à toutes les compagnies. Donc aujourd'hui, on voit les compagnies européennes qui sont très engagées, les compagnies américaines qui comprennent bien la problématique et qui sont en train de faire les mêmes trajectoires de décarbonation que nous, mais le reste de la planète, effectivement, n'est pas dans cette logique-là. Donc il faudrait déjà que les régulations, évidemment, au-delà des distorsions de concurrence qu'il faut éviter, ne génèrent pas des fuites de carbone. Et donc, il ne s'agisse pas de déplacer finalement des émissions plutôt que de les faire disparaître, en particulier juste aux frontières de l'Europe, parce qu'on a quelques hubs, quelques aéroports aux frontières de l'Europe qui pourraient effectivement générer des émissions additionnelles. Voilà, bientôt sur les lignes Air France et RATP, avec l'électrification signée Nexans. On peut les applaudir tous les trois. Merci beaucoup, merci à vous trois d'avoir été avec nous.